Il disait que je ne valais pas la peine qu'on investisse en moi. Que je finirais bien par me débrouiller parce que j'y arrivais toujours. Mais aujourd'hui, je me tiens sur cette scène, devant des milliers de personnes, tandis qu'ils sont assis à quelques rangées de là, applaudissant, parce qu'ils n'ont pas le choix. Je m'appelle Isabelle Morin et à 24 ans, je suis devenue tout ce qu'ils n'avaient jamais su voir en moi. Pendant que ma sœur recevait soutien, éloges et financement pour poursuivre ses rêves, moi, j'ai dû construire les miens à partir de rien. Dans le silence. Dans le doute. Dans la faim. Ce n'est pas seulement une histoire de favoritisme. C'est l'histoire de quelqu'un qui choisit de se relever lorsque les personnes en qui il avait le plus confiance le laissent derrière lui. C'est l'histoire de la création de son propre héritage, et du moment où ceux qui vous ignoraient autrefois finissent enfin par lever les yeux vers vous. Mais avant de vous raconter l'instant où leurs visages sont devenus livides le jour de la remise des diplômes, vous devez comprendre ce qui a précédé les applaudissements. Car aucun projecteur ne brille sans l'obscurité qui le précède. J'ai grandi dans un quartier où les gens tondent leur pelouse le dimanche et saluent poliment des voisins dont ils ignorent presque tout. De l'extérieur, notre vie semblait parfaite. Maison en briques. 2 voitures. Carte de vœux de fin d'année où tout le monde souriait dans des pulls assortis. Mais derrière ce tableau impeccable, les fissures étaient profondes. Mes parents, Étienne et Claire Morin, étaient des gens pratiques et méthodiques. Mon père était analyste en systèmes informatiques, toujours en train de résoudre les problèmes des autres à l'aide de logiques et de schémas bien ordonnés. Ma mère enseignait les mathématiques au lycée du quartier. Ferme, précise et peu portée sur les démonstrations d'émotion. Il ne criait pas. Il ne frappait pas. Et il ne prenait pas dans les bras. À la place, il mesurait l'amour avec les moyennes scolaires, les lettres d'admission à l'université et les bourses d'études. Et, à leurs yeux, ma petite sœur Yvette était l'élève modèle. Yvette possédait tout ce qu'ils admiraient. Vive d'esprit, pétillante, naturellement brillante dans tout ce qui pouvait être noté ou récompensé. Elle avait sauté une classe au collège et possédait un talent remarquable pour l'art oratoire, ce qui faisait d'elle la star du club de débat. Quand elle entrait dans une pièce, tout le monde la remarquait. Quand j'entrais dans une pièce, j'étais souvent déjà assise au fond. Les fêtes de fin d'année révélaient le plus clairement ce déséquilibre. Un Noël, j'ai ouvert un paquet mince contenant une calculatrice scolaire d'une marque bon marché. Pendant ce temps, Yvette poussait des cris de joie devant une tablette toute neuve et un sac de créateur pour commencer sa garde-robe professionnelle. Ma mère m'a adressé un sourire forcé. « Tu as toujours été très indépendante, Isabelle. On s'est dit que ça te conviendrait davantage. » Je n'ai pas protesté. Je ne le faisais jamais. J'avais appris très tôt que prendre la parole ne changeait pas leur perception. Cela rendait simplement l'atmosphère plus lourde. Alors je souriais, j'acquiesçais, et j'enfermais leurs décisions dans mon silence. L'école n'était guère différente. Quand Yvette participait à la foire scientifique, mes 2 parents posaient une journée de congé pour l'aider à installer une maquette du système solaire, avec des planètes en rotation et des lumières à diodes. Quand mes tableaux furent exposés lors de l'exposition artistique du district, ma mère passa brièvement pendant sa pause déjeuner, prit une photo floue et repartit avant même que je puisse la repérer dans la foule. L'art est un joli passe-temps, disait mon père en me tapotant l'épaule, comme s'il faisait plaisir à une enfant qui collectionne des cailloux. Mais ça ne paiera pas les factures. Pas comme la politique ou le droit. Alors j'ai commencé à enterrer mes sentiments sous des projets. De petits projets silencieux. J'ai rejoint le club de mathématiques. Je regardais des conférences d'entrepreneuriat tard le soir. Et je tenais un carnet rempli d'idées d'entreprises que je pourrais un jour créer. Des choses que mes parents ne comprenaient pas et ignoraient donc. Une seule personne semblait remarquer mes efforts, ma grand-mère Ruth, devenue Ruth Morin dans notre version française. Chaque été, elle m'invitait dans sa petite maison au bord d'un lac, à 2 heures au nord. Yvette venait rarement. Pas de connexion internet. Pas de foule. Pas de scène. Mais moi, j'adorais cet endroit. Grand-mère Ruth s'asseyait avec moi sur le porche pendant des heures pendant que je griffonnais des idées ou esquissais des concepts d'application sur des feuilles volantes. Un jour, en sirotant son café dans une vieille tasse verte ébréchée, elle m'a dit « Tu as un esprit qui résout les problèmes de côté. Pas frontalement comme tes parents l'attendent. Ne perds jamais ça. » Et je ne l'ai jamais perdu. Même quand il aurait été plus simple de rentrer dans le rang comme Yvette. Même quand mon silence était pris pour de la faiblesse. Je continuais simplement à construire, discrètement, en secret, en attendant le jour où je n'aurais plus besoin d'élever la voix pour être entendu. Ce jour est arrivé plus tôt que je ne l'imaginais. Et tout a commencé par un dîner qui a brisé quelque chose en moi pour toujours.
C'était un soir de plats à emporter et d'eau pétillante. Nous étions assis autour de la table à manger pour l'un de ces rares dîners familiaux que ma mère insistait pour maintenir, même si cela ne durait guère plus de 30 minutes de mastication silencieuse et de regards maladroits. Yvette venait de rentrer après une nouvelle victoire en débat et rayonnait de fierté en racontant les compliments du jury. C'est alors que mon père s'est raclé la gorge et a joint les mains. Nous devons parler de l'université. Ses yeux étaient fixés sur Yvette. Il parlait comme toujours, d'une voix mesurée. Nous économisons pour tes études depuis que tu es petite. L'université Pont de l'Ouest est coûteuse, mais nous pouvons payer. Tu n'auras à t'inquiéter de rien. Concentre-toi simplement sur tes études. Yvette a laissé échapper un cri. Tu es sérieux? Bien sûr, répondit ma mère avec un large sourire. Tu l'as mérité, ma chérie. Ils avaient tous l'air si satisfaits. 6 sur 2. Je suis restée immobile, attendant la seconde partie. La partie où il se tournerait vers moi pour dire. Et pour toi, Isabelle? Mais elle n'est jamais venue. Alors j'ai demandé, doucement. Et moi? Le silence qui a suivi était plus assourdissant que n'importe quel cri. Mon père a baissé les yeux vers son assiette. Ma mère a soupiré doucement, comme si elle espérait que je ne poserais pas la question. Finalement, mon père a répondu. Nous n'avons assez d'argent que pour l'une de vous deux. Puis il a ajouté. Et Yvette, elle a toujours eu un potentiel scolaire plus élevé. Il a marqué une pause. C'est un investissement plus sûr. Un investissement plus sûr? Comme si j'étais une action trop risquée dans laquelle il ne voulait pas miser. Tu es débrouillarde, Isabelle, ajouta ma mère, comme si c'était un compliment. Tu t'es toujours débrouillée toute seule. On pensait que tu pourrais aller dans un institut universitaire local, puis peut-être rejoindre une université plus tard, ou travailler un peu d'abord. Tu es pragmatique comme ça. Puis la phrase est tombée. Celle que je n'oublierai jamais. Elle le mérite. Toi, non. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas crié. Je me suis simplement levée, j'ai marché jusqu'à ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis autorisée à pleurer. Pas de tristesse. De lucidité. Il ne m'avait jamais vue. Et il ne me verrait jamais. Le lendemain matin, j'ai fait un sac et j'ai conduit 2 heures vers le nord, jusqu'à la petite maison de ma grand-mère Ruth. Quand elle a ouvert la porte et vu mon visage, elle n'a posé aucune question. Elle m'a simplement serré contre elle comme personne ne l'avait jamais fait. Cette nuit-là, assise sur le porche avec une couverture sur les jambes et les yeux gonflés, je lui ai tout raconté. Elle a écouté. Vraiment écouté. Quand j'ai terminé, elle m'a regardé avec une détermination tranquille. Ils ont tort, Isabelle. Tu n'as pas besoin qu'ils croient en toi. Tu possèdes quelque chose qu'ils ne voient pas. Ce n'est pas ta faute, mais c'est ta force. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À la place, je suis restée à la table de sa cuisine avec un stylo, un carnet et un vieil ordinateur portable qu'elle m'avait prêté. J'ai commencé à chercher tout ce que je pouvais trouver. Bourse d'études, programme de travail étudiant, prêt public, prêt privé, aide financière, tout. Au lever du soleil, j'avais un plan. Je n'attendrai pas qu'il change. Je ne m'en dirai pas des miettes. J'irai à l'université Pont de l'Ouest selon mes propres conditions. 2 semaines plus tard, j'avais envoyé 21 candidatures de bourse. J'avais demandé un logement dans l'appartement hors campus le moins cher que je pouvais trouver et obtenu 2 emplois à temps partiel près de l'université. L'un dans un café. L'autre a rangé des livres dans une librairie d'occasion. Le jour où Yvette est partie faire les magasins avec ma mère pour acheter tout ce qu'il fallait pour sa chambre universitaire et un nouvel ordinateur portable, moi, j'ai plié de vieux draps récupérés dans une boîte et emprunté la vieille valise de ma grand-mère. Ils ont à peine remarqué que je partais moi aussi. Le jour de l'installation, ils ont conduit Yvette dans le véhicule familial. Moi, je suivais derrière dans ma vieille Honda fatiguée, avec le voyant du moteur allumé et une climatisation qui fonctionnait à peine. Quand ils sont entrés par la grande porte de l'université, j'ai pris l'entrée arrière, en direction du panneau d'affichage des logements étudiants. Mon appartement se trouvait à 30 minutes à pied du campus, partagé avec 3 inconnus. Avant de partir, ma mère s'est tournée vers moi par la fenêtre de la voiture. Bonne chance, Isabelle. J'espère que ça marchera pour toi. Je n'ai pas dit merci. J'ai simplement hoché la tête. Parce que ça ne marcherait pas. Je ferai en sorte que ça marche. La première année ne m'a pas accueillie. Elle m'a englouti. Mes journées commençaient à 5 heures du matin. J'étudiais 2 heures avant mon service au café. Je courais ensuite en cours, encore imprégné de l'odeur d'espresso et de lait chaud.
Puis je passais mes après-midi à ranger des manuels usagés dans la librairie, toussant dans la poussière, les doigts tachés d'encre. Je faisais mes devoirs entre deux clients. J'enregistrais les cours pour les réécouter pendant que je nettoyais la machine à café. Et chaque semaine, je calculais si je pouvais payer à la fois les courses et les impressions de documents. Le sommeil arrivait par tranches de 4 heures. Une vie sociale était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Pendant ce temps, Yvette publiait des photos de sa vie en résidence universitaire. Ses groupes d'études, ses soirées à thème, ses brunchs avec ma mère lors de ses visites sur le campus. Elle rayonnait sur chaque photo. Dans le miroir, moi, je ne voyais que de la détermination et de larges cernes. Mais quelque chose d'autre prenait forme sous l'épuisement. J'apprenais à un niveau que la plupart des étudiants ne touchaient jamais. Mes cours de commerce n'étaient pas de la théorie. C'était de la survie. Pendant que mes camarades peinaient avec les bases de la comptabilité, moi j'appliquais déjà des stratégies de budget en temps réel. Chaque centime dépensé avait son tableau de calcul et son plan de secours. Au milieu du semestre, ma professeure, Dr Valérie Vautrin, m'a arrêté après le cours. Ton analyse dans cette étude de cas est d'un niveau très proche du monde réel, m'a-t-elle dit. As-tu déjà pensé à créer ton entreprise? Ce mot a allumé quelque chose en moi. Je me suis souvenu des nuits tardives dans la maison de ma grand-mère Ruth, à griffonner des idées que personne ne prenait au sérieux. J'avais toujours ce carnet, aux pages cornées et usées. Ce soir-là, je l'ai rouvert. L'idée a commencé simplement. Un service d'assistance administrative à distance pour les petites entreprises locales, comptabilité de base, courriel client, publication sur les réseaux sociaux, tout ce que j'avais appris en jonglant avec mes emplois. J'ai créé un site simple avec des modèles gratuits. 3 formules. Des tarifs fixes. Puis j'ai publié l'annonce dans des forums d'entrepreneurs locaux et dans des groupes en ligne. En un mois, j'avais 2 clients. Un fleuriste qui avait besoin d'aide pour les commandes en ligne, et un petit cabinet d'avocats débordé de courriels ignorés. J'ai appelé mon projet Morintache, d'après mon nom. Ce n'était pas spectaculaire. Mais ça fonctionnait. Et je n'en ai parlé à personne. Pas même à Yvette. Mon deuxième tournant est venu de quelqu'un que je connaissais à peine. Jeanne, ma colocataire. C'était le genre de personne qui remarque tout sans avoir besoin de parler beaucoup. Un soir, elle m'a vu presque m'évanouir après avoir sauté le dîner pour finir un travail urgent. Tu ne peux pas continuer comme ça, m'a-t-elle dit en posant un bol de pâtes devant moi. Mange. J'en ai préparé trop. Ce soir-là, elle est devenue mon point d'ancrage. Elle a commencé à cuisiner plusieurs repas d'avance et à laisser des boîtes avec mon nom dans le réfrigérateur. Quand j'étais trop fatiguée pour relire un devoir, elle le faisait. Elle me rappelait de boire de l'eau, me fabriquait des fiches de révision et défendait discrètement mon calme quand les autres colocataires faisaient du bruit pendant les examens. C'est ça une famille, m'a-t-elle dit un jour. Et si ta vraie famille ne voit pas ce que tu accomplis, alors elle ne mérite pas d'être au premier rang quand tu réussiras. À la fin de l'année, j'avais 4 clients réguliers, assez de revenus pour abandonner l'un de mes emplois à temps partiel. Et plus surprenant encore. J'étais inscrite sur la liste d'excellence de la faculté. La docteure Valérie Vautrin m'a proposé de postuler pour un poste d'assistante de recherche pendant les vacances d'été. La rémunération dépassait ce que me rapportaient mes 2 emplois réunis. Cet été-là, je suis restée sur le campus. J'ai travaillé avec elle sur une étude analysant l'impact des outils numériques sur les petites entreprises rurales. J'y ai appris à collecter des données, interpréter les tendances du marché et élaborer des stratégies malgré des ressources limitées. En parallèle, je continuais à développer Morintache en ajoutant de nouveaux services inspirés de ce que j'apprenais. Un soir, après avoir présenté un exemple de projet à la professeure, elle s'est arrêtée un instant avant de dire. Tu ne penses pas seulement comme une entrepreneuse, Isabelle. Tu penses comme une stratège. Tu vois les failles, puis tu construis des ponts. Pour la première fois, je me suis autorisée à croire que je ne faisais pas que survivre. Je construisais quelque chose de réel. Le jour de la remise des diplômes est arrivé avec une clarté presque cruelle. L'air était vif. Le ciel, d'un bleu trop parfait. On aurait dit que tout était mis en scène, comme si l'univers savait que ce moment se préparait depuis des années. J'ai fermé la fermeture de ma toge en silence. Pas de message de félicitations de ma mère. Pas de carte. Pas de fleurs. Juste un bref message de Yvette. On se voit là-bas. Suivi d'un symbole souriant qui essayait un peu trop d'avoir l'air joyeux. Grand-mère Ruth est arrivée tôt, avec une housse à vêtements et une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une étole brodée à la main dans une soie bleu profond. On pouvait y lire. Forgé sous pression.
Elle est à toi, dit-elle en la posant sur mes épaules. Porte-la comme une armure. À l'extérieur de l'auditorium, les diplômés formaient une file agitée et bruyante. J'ai aperçu Yvette. Cheveux brillants, maquillage parfait, toge impeccablement repassée. Elle s'est précipitée vers moi et m'a serré dans ses bras plus fort que je ne l'aurais cru. Tu te rends compte? On l'a fait, dit-elle. Oui, ai-je répondu. Mais pas pour les mêmes raisons. Elle est restée silencieuse un instant, puis a hoché la tête. C'est juste. Nous sommes entrés par ordre alphabétique, suffisamment proches pour nous voir depuis nos rangées respectives. En avançant vers la scène, j'ai jeté un regard vers la foule. Et je les ai vus. Mes parents. Habillés avec élégance, installés au premier rang, dans la zone réservée aux invités d'honneur. Ils souriaient comme s'ils avaient joué un rôle essentiel dans cette journée. La cérémonie a défilé rapidement. Les diplômes furent remis. Les noms appelés. Les applaudissements résonnaient. Je suis montée sur scène, j'ai reçu mon diplôme et j'ai aperçu grand-mère Ruth rayonnante. Mon nom a été prononcé plus fort que je ne l'aurais imaginé. Et, pour la première fois, ma mère a applaudi. Hésitante. Comme quelqu'un qui teste l'eau d'un bain qu'elle avait autrefois jugée trop froide. Puis le président de l'université est revenu au pupitre. Avant de conclure, dit-il, nous souhaitons honorer une étudiante dont le parcours incarne parfaitement les valeurs que cette université veut transmettre, résilience, innovation et refus d'être sous-estimée. Mon nom a été prononcé. Je suis remontée sur scène. Au pupitre, j'ai parcouru la foule du regard, et leurs yeux ont croisé les miens. Mes parents me fixaient avec confusion. Je m'appelle Isabelle Morin, ai-je commencé d'une voix calme. Et il y a 4 ans, je me tenais seule, rejetée par les personnes qui auraient dû me soutenir le plus. Mais j'ai choisi de ne pas laisser leur silence écrire mon histoire. J'ai parlé des quarts de travail tardifs. Des budgets serrés. Des plans d'entreprise écrits au-dessus de bols de nouilles instantanées. De la valeur personnelle construite par la persévérance, pas par la permission. Je n'ai cité aucun nom. Je n'en avais pas besoin. La vérité résonnait d'elle-même. Quand je me suis reculée, les applaudissements ont éclaté comme un tonnerre. Le président est revenu au pupitre, sourire aux lèvres. Et ce n'est pas tout. Mademoiselle Morin n'est pas seulement la majeure de promotion de cette année, diplômée avec la note parfaite de 20 sur 20. Elle a également créé une entreprise aujourd'hui valorisée à plusieurs centaines de milliers d'euros, remporté le prix national universitaire d'innovation entrepreneuriale et accepté un poste dans l'un des plus grands cabinets de stratégie du pays. Des exclamations ont traversé la salle. Puis des applaudissements. Puis une ovation debout. J'ai tourné légèrement la tête. Le visage de ma mère était devenu pâle. La bouche de mon père restait entr'ouverte. Puis est venu le dernier coup. En hommage à son parcours, le conseil de l'université crée aujourd'hui la bourse de résilience Isabelle Morin, attribuée chaque année à un étudiant surmontant des difficultés familiales ou financières avec une détermination exceptionnelle. Ce mot encore. Détermination. J'ai quitté la scène sous une clameur. En retournant à ma place, Yvette a attrapé ma main. Tu viens de changer l'histoire, murmura-t-elle. Et ils ne pourront plus jamais la réécrire. Elle avait raison. À partir de cet instant, je ne serai plus leur oubli. Je serai le nom qu'ils devraient expliquer. Après la cérémonie, je ne me suis pas précipitée vers mes parents. Je les ai laissés venir à moi. Ils se tenaient maladroitement près de la fontaine du campus, entourés de proches bavards qui comprenaient enfin ce qu'ils n'avaient jamais su voir pendant des années. La voix de mon père sonnait trop joyeuse. Eh bien, quelle surprise. Tu as été très occupé, on dirait. Je les regardais droit dans les yeux. Je ne me cachais pas. Vous ne regardiez simplement pas. Avant qu'il puisse répondre, Yvette s'est placée à côté de moi et a passé son bras autour de mes épaules. C'est incroyable ce qu'Isabelle a construit, non? Dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. Toute seule. Sans soutien. Sans financement. Juste avec sa détermination. Elle a marqué une pause. Imaginez ce qu'elle aurait fait si elle avait reçu ce que moi j'ai eu. Ma mère a grimacé. Les autres regardaient. Le silence s'est étiré. C'est moi qui l'ai brisé. Je ne prétendrai pas que cette journée efface ce qui s'est passé avant. Mais elle définit ce qui vient ensuite. Ce soir-là, pendant que la famille élargie se réunissait pour dîner dans la maison louée pour l'occasion, moi j'ai rejoint grand-mère Ruth, Yvette, Jeanne et mon mentor à la réception privée de l'école de commerce. De vrais sourires. Une vraie fierté. C'étaient les personnes qui m'avaient nourri, soutenu, guidé quand ce n'était pas facile. La famille que j'avais choisie. Nous avons porté un toast avec du champagne bon marché dans des gobelets en papier.
Et pourtant, cela paraissait plus authentique que n'importe quel verre de cristal tenu par mes parents. Plus tard dans la nuit, grand-mère Ruth m'a tendu une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un bracelet fin en argent. Une seule gravure. Vu. Ma mère me l'a offert quand j'ai obtenu mon diplôme, m'a-t-elle expliqué. Elle disait que chaque femme mérite d'être vue pour ce qu'elle est vraiment, pas pour ce que les autres décident qu'elle vaut. Sous la lumière du porche, le bracelet scintillait doucement. Si simple. Et pourtant si puissant. Une semaine plus tard, j'ai refusé l'offre de mes parents de m'aider à payer un appartement près de mon nouveau travail. C'est trop peu, trop tard, ai-je répondu avec calme. Je suis déjà couverte. Mon salaire. Mes économies. Mes bourses. Je n'ai besoin de rien. Ils ont hoché la tête, sans savoir quoi dire. Mais moi, je savais une chose. Ils n'avaient pas élevé une fille dont ils pouvaient être fiers. Ils avaient ignoré celle qui était devenue remarquable malgré eux. Je n'avais plus besoin de leurs excuses. Et certainement pas de leur approbation. Leur absence m'avait façonné. Mais elle ne m'avait pas défini. Ce qui me définit, c'est la façon dont j'y ai répondu. Je n'ai pas répondu avec amertume. J'ai répondu en construisant. En grandissant. En m'élevant si haut qu'ils ne pouvaient plus détourner le regard, aussi fort qu'ils essaient. Aujourd'hui, je me définis moi-même. Et je n'appartiens plus aux attentes de qui que ce soit sauf aux miennes. J'ai appris une chose essentielle. Le véritable amour, la vraie famille, n'est jamais conditionnel. Il ne se présente pas seulement quand c'est pratique. Ni quand vous avez déjà réussi. Il est là quand vous êtes fatigué. Quand personne ne croit encore en vous. Quand vous luttez, mais que vous continuez d'essayer. Grand-mère Ruth était là. Jeanne était là. Même Yvette, tardivement, mais prête à affronter la vérité, était là. Et moi aussi. Je me suis présentée pour moi-même. Voilà l'héritage que je porte aujourd'hui. Pas celui que mes parents ont essayé de m'imposer. Mais celui que j'ai sculpté de mes propres mains, sous une pression qu'ils pensaient capable de me briser. Ils avaient tort. Cette pression ne m'a pas brisée. Elle m'a construite. Et peut-être que la vengeance la plus silencieuse est celle-ci. Pas la colère. Pas l'humiliation. Mais l'excellence. Ne pas seulement leur prouver qu'ils avaient tort. Mais me prouver que j'avais raison. Et le faire d'une manière si complète, si indéniable, que leur opinion n'a désormais plus aucun poids. Voilà la puissance de choisir sa propre histoire. Et je ne fais que commencer. But I've never played it because it was kind of old, but I'm down to play it. A Way Out. Okay, great. Okay, well then maybe this is our list then. I think this is good. Stanley Parable is an interesting decision-making game. Interesting. How many games do you have under 30-minute playtime in? Like all of these? Actually, no, that's a lie. Maybe League. No, all of them are at least an hour. That's about it. That's all I've got. What is Stanley Parable? Stanley Parable? Phasmophobia? I was not good at that game. What the hell is this? Why is that Markiplier? That's Markiplier, right? Did he play this game? What is this? Peak? Thank you for the 10-stream streak, random. W Mark, it is him. Oh my god. What's one long game you completed? Well, I played It Takes Two with people. I played Split Fiction. I've completed... Have I ever completed any games? Oh, I've completed... What is it called? Wait, what is it called? Wait, wait, hold, wait. That one game. You know that one game, right, guys? No, you know that one game. Wait, thank you for the follow, Starco. You know that one game I'm talking about, right? Hold on. It's called... I lost it. I forgot. You guys know what I'm talking about. She can't even complete a sentence. I don't remember. Oh my god. 6-7 the game. Oh my god. Stop. The robots. It's not Cyberpunk. What the hell is it called? Detroit Become Human. Oh my god. I've completed that. That was peak. I like Detroit Become Human. I really like that type of game. So any games like that, I would love to play. Oh my god, that was so hard. I was like, Cyberpunk. Well, then obviously left a strong impression. Okay, well, I just forgot. You did